Bonjour à tous. Donc, je suis le capitaine de vaisseau Jean-Louis Marcourel, commandant de la marine à Dunkerque. Et de ce point de vue-là, je représente la marine dans l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Je suis subordonné à l'amiral préfet maritime pour la Manche et la mer du Nord, dont le siège se trouve à Cherbourg, et indirectement donc, au chef d'état-major de la marine, donc bien sûr, qui se trouve désormais au Balargone. On a évoqué tout à l'heure l'hôtel de la marine, qui était donc le siège donc, de l'état-major en 2014 exactement, mais qui a été le siège de l'état-major de la marine à partir de la Révolution française jusque-là. Mais les deux conférenciers précédents ont largement dressé le tableau, et ça va être très facile pour moi d'intervenir dans cette espèce de conclusion avec toujours la France comme puissance navale, puissance maritime, dans un contexte géostratégique et géopolitique qui est déjà notre quotidien, dont vous entendez en permanence parler, et donc qui permet quand même de comprendre pourquoi la France continue d'avoir cette logique d'être une puissance navale et maritime. Avec ce sous-titre, la Marine nationale, votre défense commence au large. Même si de tout temps, et c'est encore malheureusement un peu valable aujourd'hui, les Français se sont posé la question, les Français et surtout parmi leurs dirigeants, est-ce que la France doit être aussi une puissance navale, une puissance maritime? Est-ce qu'il faut développer donc le vecteur maritime d'une compétition à l'international? C'est encore plus vrai aujourd'hui, et ce plus vrai aujourd'hui, je vais l'illustrer avec deux chiffres. Ça n'a pas été dit jusque-là, mais donc notre planète Terre qui porte mal son nom, c'est la planète bleue, c'est quand même 71% de mer et d'océan. Si on oublie ça, on oublie un fait géopolitique et géostratégique majeur aujourd'hui sur notre planète. Deuxième chiffre important, la France dispose du deuxième espace économique et maritime mondial. Vous le verrez tout à l'heure sur des cartes. Cet espace maritime est un espace de liberté, presque quasi absolue. C'est ce qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui. Un espace de liberté sur lequel l'importance stratégique revers sur plusieurs plans. Politique, économique, militaire, juridique et écologique. Tout se passe en mer, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Il y a ce qu'on voit sur la surface. Plus on est proche des côtes et plus on voit, il est évident que plus on est loin des côtes et moins on voit, il y a tout ce qui se passe sous l'eau. Les compétitions de la plupart des puissances économiques se passent aussi sous l'eau. La plupart de ce qui nous arrive ou de ce qui ne nous arrive pas passe par l'eau et passe sous l'eau. Donc nous avons quelque part derrière un enjeu important. La mer est devenue un espace de contestation. On a eu cette évolution assez forte depuis donc la fin du XXe siècle jusqu'à ce début du XXIe siècle, où on était plutôt dans un espace de compétition. Les compétitions, elles étaient liées aux colonies, les compétitions, elles étaient liées au commerce, elles étaient liées au partage donc, de cet espace maritime. Cet espace de compétition, on est passé à un espace de... Le deuxième terme, c'est de... confrontation, je vais le retrouver, où les marines, ou plutôt les puissances maritimes se confrontaient dans ce même espace. Et on est passé progressivement de la compétition à la confrontation à la contestation. Je vais vous donner deux exemples géostratégiques majeurs. La mer de Chine, Taïwan. Il faut savoir que la République populaire de Chine n'a pas participé à tout ce qui était traité de paix à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et donc Pékin n'avait pas été associé bien sûr, à ce qui est devenu en particulier donc la République donc, de Taïwan. Donc tous les espaces maritimes qui sont dans son secteur, elle les conteste aujourd'hui de manière très forte. Elle le fait de manière importante, on le voit en étant présente dans des espaces où elle conteste la navigation hauturière à toutes les autres marines nationales. Deuxième exemple, d'un point de vue contestation, ça s'est passé en Méditerranée, entre l'île de Chypre, la République de Chypre, pardon, et la Libye, pourtant qui est un pays, puissance maritime, qui est censé être notre allié, puisqu'il fait partie de l'OTAN, je pense à la Turquie qui a contesté la présence de navires français qui participaient dans le cadre de l'opération Irini, donc le contrôle donc, de l'espace maritime entre la Libye et les côtes européennes dans le cadre de phénomènes migratoires, en flashant une de nos frégates. Flasher un bateau de guerre, c'est le dernier signal avant de tirer.
Donc on était très proche d'une confrontation armée. Et c'est pourtant un allié, puisqu'il fait partie de l'OTAN. Ça montre bien que les enjeux maritimes sont très très forts aujourd'hui. On se tourne de plus en plus vers la mer. Je l'ai dit, la mer donc, est un espace très important de liberté, un espace par lequel tout passe. Et c'est un petit peu ce que je vais vous montrer avec les diapos suivants. La France, vue par la très grande majorité des Français, c'est notre hexagone, c'est le pays sur lequel on se trouve à l'extrémité de l'Europe, très bien connu dans ses frontières de manière très classique. J'ose espérer qu'au point où vous en êtes, vous avez quand même déjà une autre vision. La France, vue par les manuels scolaires, donc sans entrer dans le détail de tous nos départements et régions d'outre-mer, je passe sur les évolutions institutionnelles ou constitutionnelles. On a des départements, on a des communautés, on a des régions. Hein, que ce soit donc dans l'Atlantique, je les passe quand même en revue, Saint-Pierre et Miquelon à la sortie donc du Saint-Laurent, du côté du Canada, les Antilles, la Guyane pour ce qui est de l'Atlantique. Si on passe dans le Pacifique, vous avez l'îlot de Clipperton, vous avez l'ensemble de Wallis et Futuna, vous avez toute la Polynésie française et vous avez tous nos espaces maritimes autour de la Nouvelle-Calédonie. Si on vient dans l'océan Indien, vous avez toutes nos possessions autour de Madagascar, je pense à la Réunion et à Mayotte, et toutes les terres australes antarctiques françaises. Vous voyez que cet espace-là, au-delà des petits points rouges, nous confère donc un espace maritime particulier, c'est la zone bleue. C'est cette zone bleue qui fait partie donc des espaces maritimes français, donc en zone d'économie exclusive, donc qui nous confère aussi des droits en termes de pêche, en termes de ressources halieutiques, en termes d'exploitation des fonds marins et sous-marins. C'est ce qui fait que nous sommes donc la deuxième puissance maritime mondiale d'un point de vue des espaces qui nous sont dévolus. Et si je prends la carte suivante, alors là, sans rentrer dans le détail, vous voyez ici, à travers cette carte, l'ensemble donc des raisons économiques, stratégiques, qui font que la mer est devenue un enjeu majeur. Vous avez bien sûr tous les flux commerciaux. Je laisserai, vous aurez ces cartes-là parce qu'elles sont tellement importantes, elles sont tellement précises et détaillées que même à mon niveau, rentrer dans les détails, je passe 1 heure rien que sur cette carte-là. Donc, tous les échanges commerciaux, vous avez les principales routes maritimes, vous avez des zones de contestation, des zones de trafic en matière de narcotrafic, des zones de piraterie, que ce soit dans les Caraïbes ou autour de l'Afrique, et de la piraterie classique. Il faut bien voir que si je me mets dans la zone du côté du Mozambique, on retrouve des pirates tels qu'on pouvait les décrire Henri Monfred dans les pirates de la mer Rouge de l'époque. Ça c'est classique, ce sont des gens qui vivent de piraterie, certes c'est un peu plus moderne aujourd'hui qu'à notre époque, mais ils vont chercher des bateaux en loin, il y a des cargaisons, il peut y avoir des métaux précieux, etc. Donc ils vont les chercher. Donc la France, comme toutes les autres grandes puissances maritimes, participe un petit peu à la protection. Donc, je parlais du narcotrafic, mais on a bien sûr tout ce qui est câble, et ce sont tous les petits traits de couleur très fine grise, tous les câbles sous-marins, toutes nos technologies, tout ce qui est notre trafic d'un point de vue échange, j'oublie le terme, enfin tout ce qui est la communication, voilà, ça passe par là. Vos petits smartphones, vos tablettes, etc., tout passe par là. Il ne faut pas grand-chose aujourd'hui pour réduire un pays à rien. Vous avez entendu parler ces derniers jours qu'on a subi des attaques d'un point de vue cyber très, très importantes. Vous savez, n'importe quel pays pourrait très bien, à la limite, mettre notre pays à mal uniquement en coupant toutes les communications et en mettant en difficulté tous les réseaux de communication. Il suffit d'attaquer tous les câbles sous-marins. On a entendu parler, alors c'est pas de la même nature, mais au début du conflit avec l'Ukraine, donc le fait que pour ce qui était des réseaux aussi de gazoducs, le réseau Nord Stream, donc qui était donc en mer Baltique, donc il y a eu donc du piratage en quelque sorte, ça a été explosé, donc là aussi, donc tout ce qui est réseau, gazoduc, oléoduc, donc presque tout passe par la mer. Pas tout, mais presque tout passe par la mer. En tout cas, la mer a pris une importance géostratégique majeure de plus en plus. Donc vous avez regroupé là tous les enjeux maritimes, quels qu'ils soient. Donc on ne peut pas être absent de cet espace-là. La France, donc, continue d'être dans la logique de ce qui a été dit par mes prédécesseurs, mais je reviens tout de suite au niveau des missions, continue de vouloir être un acteur majeur en termes de puissance navale et de puissance maritime. Je vais revenir légèrement en arrière. Début de la Ve République, le général de Gaulle a voulu que la France soit une puissance navale, une puissance militaire qui compte de manière indépendante de 2 autres blocs qui existaient à l'époque,
du côté donc l'Amérique autour de l'OTAN. Il faut savoir que le général de Gaulle s'est retiré du commandement militaire de l'OTAN. On a réintégré depuis avec le président Sarkozy, mais on était, même si on était au début, on en est sorti parce qu'il voulait une politique complètement indépendante. Et bien sûr, pour contrebalancer aussi, de l'autre côté, le pacte de Varsovie. Bien sûr, ce sont des organisations militaires, le pacte de Varsovie en particulier, qui n'existe plus depuis l'effondrement du pacte avec l'effondrement du mur de Berlin, donc en 1989-90. Mais donc, il voulait donc contrebalancer et faire une politique équilibrée et neutre en ayant sa propre vision et sa propre puissance. Donc, la France sort de l'OTAN. Pour que la France soit une puissance qui compte, il a développé un programme qui fait que la France est devenue, et je vais aller très vite sans entrer dans les détails, donc une puissance nucléaire majeure qui aussi compte dans notre espace. Puissance indépendante, puissance nucléaire, puissance maritime. La France siège aussi au Conseil permanent de l'ONU, dans ce qui fait de notre pays une puissance incontournable, donc, qui compte vraiment dans tout ce qui est enjeu stratégique international. On est vraiment dans de la géostratégie. On dépasse complètement les notions de frontières telles qu'elles pouvaient être comment dirais-je, mise en avant plutôt dans une période relativement récente, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. On dépasse complètement les espaces. On est sur la planète. Et on voit bien que tout ce qui se passe à l'autre bout de la planète, je reviens sur ce matin, on est au courant quasiment tout de suite du premier battement d'aile d'un papillon, c'est ce qu'on appelle un peu l'effet papillon de l'autre côté de la planète, et, alors qu'on est à des milliers de kilomètres. C'est ce qui n'existait pas à une autre époque. Donc on est tout de suite très rapidement influencé par quoi que ce soit qui se passe partout. La moindre petite catastrophe, et je mets des gros guillemets bien sûr, il ne faut pas voir à travers mes propos une relativisation extrême, mais le moindre petit éboulement de terre qui entraîne la mort de quelques, même pas des dizaines ou des centaines, de quelques habitants, un bus qui tombe dans un ravin en Inde, on est au courant tout de suite, ce qui montre bien l'importance du moindre fait. Donc la France a souhaité continuer d'avoir un rôle important, d'être une puissance qui compte, je l'ai dit, donc puissance nucléaire complètement indépendante, puissance qui continue à avoir aussi un enjeu naval et maritime fort. Les enjeux navals, on va le développer un petit peu à travers l'organisation et les missions de la marine d'aujourd'hui. L'espace maritime, certes, on n'a plus les colonies telles qu'on avait, mais vous avez vu que par nos emprises territoriales à travers les départements, les communautés d'outre-mer, on est partout présent. Et de par donc l'importance que la France a voulu avoir, en tout cas depuis la politique mise en avant par le général de Gaulle, on est présent en permanence à travers notre siège permanent au Conseil de l'ONU, dans toutes les instances, et on veut continuer d'être une puissance qui compte. Donc il y a des enjeux très forts. Ces enjeux forts, il faut qu'on passe par des moyens pour pouvoir les mettre en œuvre. Ces moyens passent aussi à travers des missions. C'est évident que la marine nationale d'aujourd'hui n'agit que parce que le politique lui donne un cap, lui fixe des missions. N'agit et ne peut agir que parce qu'on lui donne des moyens. J'ai souri, mais on retrouve la même chose quand on a évoqué que ce soit Athènes, la puissance navale d'Athènes au 5e siècle, ou l'expression de la puissance navale française du 18e au 19e siècle. On est toujours à affaire à des gens qui veulent ou pas faire la politique de la marine, au pouvoir qui donne ou pas les moyens d'avoir des bateaux. Je prendrai un exemple assez simple et assez concret, parce que ça fait partie du débat en France. Nous avons un porte-avions nucléaire. Jusqu'à ce qu'on ait le porte-avions Charles de Gaulle, donc porte-avions nucléaire, nous en avions deux. Je ne sais pas si vous le savez, on avait le porte-avions Foch et le porte-avions Clémenceau. Le fait d'avoir deux porte-avions, ça permettait d'avoir ce qu'on appelle une permanence à la mer. Tout le temps, et je vais expliquer pourquoi c'est permanence à la mer, d'avoir un groupe aéronaval. Je reviens aussi sur le fait, et ça a été dit par les deux conférenciers qui me précèdent, au-delà d'être une puissance militaire, d'être une puissance navale, le fait d'avoir un groupe aéronaval, c'est aussi une expression de la politique étrangère, c'est aussi l'expression donc de montrer sa force sans forcément vouloir l'utiliser quand on veut appuyer dans un espace ou ailleurs. On entend très souvent, et les Américains sont très friands, là quand on a eu le début du conflit entre Israël et la Palestine, suite au drame du 7 octobre de l'année dernière, les États-Unis ont envoyé leur groupe aéronaval pas très loin de pays qui sont un petit peu sensibles par rapport à ça. Je pense à l'Iran et à l'Irak, pour bien leur montrer que s'il devait y avoir quelque intervention que ce soit, ils pourraient réagir très vite pour neutraliser d'éventuelles forces qui viendraient soutenir le Hamas face au combat qu'ils ont contre Israël. C'est un petit peu ce qui se passe dans le détroit de Bab el-Mandeb. Vous avez tous entendu parler donc des rebelles Houthis. Les rebelles Houthis sont soutenus par l'Iran, qui soutient et même le Hamas.
Donc dans cette zone-là, les Français, nous sommes très présents, même si on est très discrets. Les Américains sont très présents, ils sont un peu moins discrets parce qu'ils veulent montrer leur force et leurs gros muscles. Et je prendrai donc à ce petit exemple, chaque fois que les Houthis envoient des drones, vous savez que des drones, ça ne coûte pas très cher, hein, c'est quelques kilos d'euros, c'est très miniaturisé, hein, je ne vais pas vous faire des dessins, hein, pour attaquer les navires de commerce. Derrière, il faut qu'on réagisse, et une de nos frégates a réagi, a envoyé donc un missile pour détruire les drones qui passaient par là. Évidemment, on nous a un petit peu contesté en disant un missile d'1 million d'euros pour détruire quelques drones de quelques kilos d'euros, c'est peut-être un petit peu exagéré. Il faut savoir qu'en tirant un missile d'1 million d'euros, on a protégé des cargaisons de matière de plusieurs milliards d'euros. Donc tout ça pour revenir aussi sur le fait que ce qui se passe quelque part peut avoir des répercussions partout, et que le fait d'être présent à Bab el-Mandeb, en protégeant le commerce international, on protège aussi notre style de vie, on protège aussi nos intérêts. Le détroit de Bab el-Mandeb tel qu'il est aujourd'hui, enfin pas contrôlé, mais perturbé en termes de navigation par les Houthis, vous avez entendu parler dire, toutes les compagnies d'assurance ont surenchéri le coût. Donc, parce que évidemment, il y a un risque majeur. Et beaucoup de grandes compagnies maritimes, je pense à la CMA-CGM, la grande compagnie française, ont décidé de contourner l'Afrique par le Cap de Bonne-Espérance pour éviter, bien sûr, d'être confrontés aux Houthis. Évidemment, c'est plus long, il faut entre 10 et 15 jours de plus, donc on surenchérit le coût du transport et de la matière qui est dans le pays. Et ça fait partie un petit peu du surcoût que l'on accepte d'avoir ici dans notre pays pour les matières qui nous viennent d'Orient et d'Extrême-Orient. Et je reviens sur les enjeux stratégiques avec les routes commerciales. Si je pars donc sur les missions que le politique, et le politique bien sûr c'est le président de la République, hein, le chef de l'État et chef des armées, et qui impulse la politique qui est mise en œuvre à travers les décisions gouvernementales du Premier ministre et du ministre des Armées, d'un point de vue militaire et donc marine. Donc les missions, on a une première mission importante, c'est celle qui est de la dissuasion. C'est ce qui permet à notre pays d'être complètement autonome et indépendant dans ses décisions et sa stratégie militaire. La dissuasion avec une double composante, j'évoque bien sûr la composante océanique, ce sont nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, avec en permanence à la mer un sous-marin nucléaire lanceur d'engins à minima. Et on dit à minima parce que bien sûr, même vis-à-vis de nos alliés, on ne dévoile pas notre capacité de dire est-ce qu'on en a un sûr, est-ce qu'il y en a plus? En gros, ça ne les regarde pas. Ça, ce sont des choix stratégiques qui relèvent du chef de l'État. En tout cas, on en a un. Un SNLE, une fois qu'il part, je ne sais pas si vous connaissez Le Chant du Loup, ce film qui parle de nos sous-marins, en tout cas si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, il explique très bien ce qui se passe, donc c'est une composante, dès qu'on envoie un sous-marin nucléaire dans son engin, il n'y a que le président de la République, pour résumer, et le commandant du sous-marin, donc un capitaine de vaisseau, il ne commande pas un vaisseau là, mais donc un sous-marin, qui savent où il est et ce qu'il doit faire. Donc tout ça, ça permet, je reviens, de ce que la France ait vraiment une politique complètement autonome d'un point de vue de ses choix stratégiques, de ce qu'elle devra faire. Il y a une deuxième composante qui est une composante aéroportée, à la fois avec nos rafales porteurs de la bombe nucléaire qui peuvent embarquer sur notre porte-avions nucléaire, mais aussi une composante aéronautique de la part de l'armée de l'air, qui ont aussi des rafales, dans une de nos bases aériennes, donc ils peuvent aussi transporter la bombe. Tout ça, bien sûr, comme je dis, c'est de la dissuasion. Et comme vous le voyez, c'est protéger les intérêts vitaux de la France grâce à ces deux composantes complémentaires de la dissuasion nucléaire. C'est une mission principale, majeure, incontournable. Et pour qu'on puisse avoir cette mission-là, qui est la mission principale donnée par le politique, on a besoin d'avoir tout le reste. On ne peut pas avoir de la dissuasion si on n'a pas d'autres composantes. Et ces autres composantes, je vais les décliner, ce sont les bateaux de surface, ce sont les sous-marins, non pas classiques, mais sous-marins nucléaires d'attaque, c'est toute la force aéronautique. Et là, on va sur de la protection. Et la protection, on revient au fait que là, on est plus qu'une puissance navale, on est une puissance maritime qui compte et qui veut pouvoir permettre donc, de protéger tous ses intérêts. Ces intérêts, ils sont variés à travers les photos que vous avez sous les yeux et à travers les missions que je vais décliner. C'est tout d'abord la lutte contre la piraterie et tous les trafics illicites. J'en ai évoqué quelques-uns, en particulier dans le narcotrafic. Il n'y a pas un jour où nos bateaux, dans les Antilles ou dans le golfe de Guinée, récupèrent donc des ballots donc de cocaïne et de toute autre saloperie dans ce genre et détournent et bien sûr est confronté directement à lutter contre les trafics illicites.
Tout ce qui est participation à la sécurité civile. La sécurité civile, c'est bien sûr tout ce qui est sécurité de nos approches maritimes. La défense maritime du territoire, et ça c'est la défense en proximité liée à nos côtes. Tout ce qui est lutte anti-pollution, vous avez une photo en bas à gauche, donc avec un barrage anti-pol et assistance aux navires et sauvetage en mer. Nous sommes ici à proximité d'une des mers les plus fréquentées en termes de trafic. 25 à 30% du trafic de porte-containers mondial passe par le détroit du Pas-de-Calais. Donc avec des eaux qui sont très resserrées, hein, vous avez 120 km au début, quand on commence à rentrer en Manche, entre la Bretagne et le Cap Scilly ou les îles Scilly à l'extrémité ouest du Royaume-Uni. Vous n'en avez plus que 30 km quand on arrive entre Douvres et Calais. Donc avec un resserrement des eaux et du trafic, donc il y a ce qu'on appelle un dispositif de séparation du trafic, donc qui fait qu'on peut croire que 30 km c'est large, c'est pas large du tout, quand vous avez à la fois une route montante et une route descendante, que vous avez des conditions météo qui sont extrêmes. Il y a des périodes où vous avez des vents qui soufflent et donc des courants et des courants qui s'inversent, donc c'est ce qu'on appelle l'assistance au navire, le sauvetage en mer, donc avec le prépositionnement. Je reviens un petit peu à ce que M. Langlais disait tout à l'heure. Le sous-préfet de Dunkerque veille avec ses yeux et les moyens qu'il a sur la bonne navigation qu'il peut y avoir au large. Et bien sûr la sécurisation des chenaux d'accès et des minages. Nous avons sur l'ensemble des façades ce qu'on appelle des groupes de plongeurs démineurs qui continuent de déminer nos côtes. Vous savez qu'il s'est passé cette année, on fête le 80e anniversaire donc, du débarquement et de la libération. Nous continuons à déminer régulièrement les plages normandes, les plages du Hauts-de-France et aussi en Provence. Les tonnes de mines et de bombes qui sont tombées, donc on n'a pas pu blanchir tout ça en quelques années. C'est un travail qui se poursuit encore et qui permet de continuer à assurer une liberté de navigation et une liberté et la sécurité de nos approches maritimes. J'ai eu l'occasion de participer moi-même à ce type d'opération dans un espace un peu plus lointain, mais qui montre que ça rejoint les intérêts de la France à l'époque, à la participation de la libération du Koweït. J'étais sur le navire amiral Guerre des Mines, et donc notre mission, pendant et surtout après, c'était donc de rendre la liberté de la circulation maritime pour que de nouveau Koweït City puisse être accessible par tous les bateaux commerciaux. Et donc là, bien sûr, on a travaillé à lutter contre tout ce qui était mines et bombes dérivantes. Donc là, on avait un exercice majeur, il fallait qu'on le fasse vite et bien. Je poursuis, vous avez donc eu la dissuasion, vous avez la protection, pardon, je me demande si j'allais au bon endroit. Parmi les missions, c'est connaître et anticiper. Il est évident que pour pouvoir bien agir, il faut bien connaître l'espace dans lequel on est. Et pour ça, on bénéficie de bateaux un petit peu particuliers. Ce sont des bateaux dits blancs dans notre jargon par rapport aux bateaux gris. Les bateaux gris, ce sont vraiment les bateaux de guerre. La Marine nationale possède des bateaux blancs qui sont des bateaux hydrographiques et océanographiques, dont l'équipage de conduit de navire est un équipage de marins, donc de la Marine nationale. Mais à bord, vous avez des scientifiques, des hydrographes, donc, qui sont là aussi pour pouvoir profiter donc, de nos moyens et partager, mais partager aussi avec de grands instituts scientifiques et océanographiques français. Je pense au CHOM, mais pas que, donc sur la connaissance de nos eaux. Plus on connaîtra les eaux, surtout, je parlais de la surface, donc sur l'eau, mais surtout la connaissance sous l'eau, plus ça sera facile pour nous aussi de pouvoir intervenir. D'abord, la connaissance des espaces maritimes, c'est une meilleure cartographie, hein, que ce soit sur les approches maritimes, mais aussi sur les fonds marins et sous-marins. Et donc, y avoir les meilleurs renseignements possibles qui peuvent nous apporter un intérêt quelconque pour la France. Quand je disais tout à l'heure que nous étions la deuxième puissance maritime mondiale de par nos espaces dans lesquels nous avons une exclusivité, mais on fait des recherches marines, sous-marines, voir s'il y a en ressources halieutiques des choses intéressantes pour nous. Et d'un autre point de vue, d'un point de vue, on va dire, de la géostratégie, la connaissance des fonds marins et surtout sous-marins permet de connaître des passages, évidemment, qui restent relativement secrets. Ce sont des routes sous-marines qui permettent, bien sûr, à tout ce qui est sous-marin, mais il n'y a pas que les Français qui le font, hein, les Russes et les Américains et les Anglais en font tout autant, d'avoir les meilleures routes pour pouvoir frayer au fond des océans et trouver les meilleurs espaces pour pouvoir faire de la stratégie navale d'un point de vue, on va dire guerrier.
Si je poursuis donc sur les missions, c'est aussi intervenir, et les interventions c'est du quasi quotidien, donc c'est contribuer directement à défendre tous les intérêts nationaux et protéger nos ressortissants à l'étranger. On a eu parfois à monter des opérations donc aéro-maritimes, assez souvent, ces derniers temps, c'était du côté de l'Afrique noire. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que de nouveaux régimes militaires mettent à mal les démocraties plus ou moins plutôt fragiles de l'Afrique noire, la France, progressivement, on nous a poussé et retiré d'un certain nombre de pays dans lesquels on avait ce qu'on appelait globalement l'opération Barkhane, qui était la lutte contre le djihadisme. Donc il y a au moins trois pays qui nous ont mis dehors. Mais à ces moments-là, on a parfois des tensions sur nos compatriotes qui vivent naturellement dans les pays, dans le cadre d'échanges commerciaux, dans le cadre d'accords internationaux liés au commerce. Et donc, dès qu'il y a une pression un peu trop forte sur nos compatriotes, on fait en sorte d'aller les récupérer, donc de monter des opérations d'évacuation de populations civiles. Et dans ces moments-là, ce n'est pas que les Français, les Européens, voire d'autres pays nous demandent. Donc, on monte ces opérations. Vous en avez ici un exemple. Alors, soit c'est de l'évacuation de ressortissants, soit ce sont aussi des opérations de soutien à la population locale. C'est un petit peu indirectement, même si la France n'est pas impliquée, ce que un certain nombre de puissances ont décidé de faire en créant ce couloir entre Chypre et Gaza, donc pour pouvoir apporter donc, une aide alimentaire à la population donc, qui se trouve coincée dans le sud de la bande de Gaza. Vous avez de la projection de puissance, vous avez de la secours aux populations et vous avez des projections de force. Je reviens tout à l'heure sur, parce que j'ai ici la photo de notre porte-avions, sur les choix politiques qui peuvent compter sur une puissance navale. Et ça a été dit par je reviens parce que c'est dit par mes prédécesseurs, oui. Quand j'évoquais nos deux porte-avions, aujourd'hui on n'en a plus qu'un, et souvent le débat public c'est dire un deuxième porte-avions, oui, non, pourquoi faire? Tout le monde est d'accord sur un deuxième porte-avions. Sachez qu'il y en a un deuxième qui est en phase d'études, ce qu'on appelle recherche et développement, et qui donc va être un jour construit et donc lancé. Mais le temps d'études, de recherche et de construction fait que ce deuxième porte-avions, quand il sera mis à la mer, viendra simplement remplacer celui qui est actuellement en service, hein, donc le Charles de Gaulle. Et donc, oui, on parle toujours d'un deuxième porte-avions, mais en fait, c'est un deuxième porte-avions qui vient remplacer l'autre. Pourquoi est-ce que c'est important? Mes prédécesseurs ont parlé donc du coût de navire. Aujourd'hui, on est situé au milliard d'euros hein, pour ce qui est un porte-avions. Et encore, quand on est à la construction, c'est beaucoup plus parce que s'il faut prendre en compte le coût de recherche, développement, pourquoi est-ce que ça nous coûte cher? D'ailleurs, quels que soient les programmes, le programme naval, et c'est là que la marine est parfois en difficulté, vis-à-vis aussi de nos camarades des autres armées, mais vis-à-vis du politique. Quand on parle, on a indiqué récemment qu'il fallait faire un effort de réduire les dépenses de l'État de 10 milliards. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que le Conseil d'État a dit que l'effort n'était pas suffisant, qu'il fallait peut-être aller jusqu'à 50 milliards. Donc du coup, on se pose des questions sur les politiques publiques et sur la défense. La défense, si, pour qui et pourquoi. Donc, quand on évoque, bien sûr, un porte-avions, c'est tout de suite en milliards d'euros dont on parle, parce qu'il y a non seulement le porte-avions, mais au-delà du porte-avions, il y a tout le groupe aéronaval embarqué. Donc, je l'ai dit, ce sont des Rafales pour l'essentiel, et avec, bien sûr, les bombes nucléaires qui vont derrière. Donc, ça a un coût. Ça a un coût aussi au niveau de la construction, mais aussi un coût en termes d'entretien et de maintenance. Pourquoi? Parce que tous les... 24, 26 mois, on va dire à peu près tous les 2 ans. Hein, donc il faut que ce porte-avions qui est seul et unique, eh bien, il fasse des grands carénages, et ce grand carénage dure 18 mois. C'est-à-dire que pendant 18 mois, on n'a pas de porte-avions à la mer, on n'a pas de groupe aéronaval à la mer. Ceci dit, je vais vous rassurer quant à la défense de nos intérêts. Nos accords internationaux font que pendant ce temps-là, on passe avec un groupe aéronaval britannique ou américain sur lequel peuvent embarquer certains de nos aéronefs, puisqu'on est ce qu'on appelle complètement interactif. On peut accueillir des avions américains ou anglais, quoique les anglais c'est un petit peu particulier, comme ils ont quand même un décollage un peu spécial. Et en tout cas, on peut aller sur les bâtiments américains. Donc la question, en termes d'indépendance, je veux dire stratégique, peut se poser. On a un seul porte-avions quand il n'est pas à la mer, donc quand il passe en grand carénage, on n'a pas. Donc la question, en effet, se pose, pourrait se poser d'un deuxième porte-avions. Mais au-delà de ça, je vais voir si je suis au bout de tout ce qui est mission.
je reviens là-dessus. Au-delà de ça, vous avez vu, donc on a quand même un espace maritime assez conséquent. Et alors, je ne vais pas me cacher en disant qu'on ne le dit pas, nous les marins, on se plaint de ne pas avoir suffisamment de vecteurs à la mer, donc de bateaux, pour pouvoir assurer toute la sécurité de cet espace maritime. Le politique qui veut nous suivre le dit aussi, mais d'autres disent le contraire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant? Donc c'est vraiment important en termes de choix, ce que le politique peut décider ou pas, et de donner ou pas les moyens à la marine de pouvoir exercer les missions qui sont les siennes. Et c'est ce qui fait très souvent dire à la plupart de nos concitoyens, donc qui voient la mer. Alors je ne sais pas si c'est ma citation, du coup par rapport à mes prédécesseurs, je ne les ai pas très bien travaillés. Je ne sais pas si c'est De Kersozon qui disait que la mer, c'est ce que la plupart des Français avaient en tête quand ils posaient leurs fesses sur la plage. Je crois que c'est ça, Amandine. Non. Je vois que vous opinez, c'est quelque chose comme ça. Donc vous voyez un petit peu le côté réducteur de la mer de la plupart de nos concitoyens. Ça se passe ici, en France, c'est très bien, mais déjà de l'autre côté, loin, bon, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour pouvoir agir, donc, il faut qu'on ait les moyens. Donc, je termine sur nos missions. Donc, les missions, c'est aussi prévenir, pouvoir prévenir, mais il faut ces moyens, c'est prévenir des crises qui peuvent menacer la France, mais très loin. Quand vous vous souvenez, le sous-titre, votre défense commence au large. Si on attend que ceux qui nous veulent du mal soient déjà sur nos frontières, c'est aujourd'hui, bien sûr, trop tard. On n'est plus comme à l'époque de Philippe le Bel, avec l'époque de la bataille de l'Écluse, où on attendait, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, de toute façon c'était la proximité, que les combats se passent dans le Boulonnais ou en Normandie ou au large des côtes bretonnes. Ça se passe très très loin. Pour qu'on puisse intervenir, il faut qu'on ait les moyens de prévenir. Donc c'est ce qu'indique bien cette mission. J'ai évoqué tout à l'heure le golfe de Guinée, qui apparaît ici, mais la Méditerranée orientale, avec les conflits au Proche-Orient, ou l'océan Indien, qui est donc un espace de contestation de plus en plus fort. J'ai évoqué la Chine. La Chine, évidemment, il y a ce qu'on appelle la mer de Chine, mais les Chinois sont de plus en plus présents. La Chine construit l'équivalent de la flotte française, je ne sais pas si c'est en 3 ou 4 ans. Donc, ils ne connaissent pas, ils ne cherchent pas à se dire est-ce qu'on met ou pas le budget, on met le budget, ils ont les infrastructures, ils ont la population qui vont bien, donc ils y vont. Donc ils commencent largement à nous dépasser, ça commence à préoccuper les États-Unis d'Amérique, dont on comprend très bien, en fonction de la politique internationale, là on voit bien les débats entre Biden et Trump, et je ne vais pas faire de la politique de bas étage, sur les intérêts des États-Unis. Est-ce que l'intérêt des États-Unis c'est encore l'Europe? On voit bien quand Trump nous dit qu'il serait temps que les Européens s'occupent un peu plus de leur défense et prennent un peu plus en compte l'OTAN, parce que les États-Unis ont déjà l'œil rivé vers le Pacifique et la Chine qui monte vraiment en puissance. Quelque chose qui est invisible, ça passe non seulement par la mer, mais ça passe par tous les réseaux. Vous avez entendu parler des nouvelles routes de la soie de la Chine. Donc la Chine investit partout de manière majeure. Elle investit partout au sens où elle va gentiment taper à la porte des pays africains en particulier. Là, vous avez besoin de remettre en état vos infrastructures aéroportuaires, portuaires, ferrées, routières, autoroutières. Ils investissent de manière massive et ils balancent de l'argent là-dedans. Et ça permet, on retrouverait les clérouquis de l'époque athénienne, on retrouverait les comptoirs de l'époque coloniale. Ce sont en gros les nouvelles clérouquis, les nouveaux comptoirs des Chinois qui s'installent tranquillement en apportant de l'argent massif et en venant soutenir tous les régimes africains en tout cas qui vont là-dedans. D'ailleurs, vous le voyez, ça serait assez facile de reprendre la carte des pays qui ont voté les sanctions contre la Russie. Il y a ceux qui ont voté, bien sûr, pour les sanctions, il y a ceux qui ont voté contre. Il y a beaucoup de pays qui sont mis neutres parce qu'ils veulent continuer d'avoir des échanges, bénéficier des échanges, des largesses de non seulement la Russie, mais de la Chine. Donc, cette cartographie est assez importante. Je vais faire une grosse digression qui n'a rien à voir avec la marine. Est-ce que vous avez entendu parler des BRICS ? Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Depuis le 1er janvier, les BRICS se sont enrichis de 5 ou 6 nouveaux pays. Je voudrais attirer votre attention d'un point de vue géostratégique sur les pays qui ont rejoint. Vous avez l'Arabie Saoudite et l'Iran en particulier. L'Arabie Saoudite, grand pays d'islam sunnite. L'Iran, grand pays d'islam chiite. Vous savez que ces deux pays-là se contestent au niveau de l'islam. Mais ils se sont retrouvés dans ces intérêts commerciaux à travers les BRICS. Vous avez l'Égypte qui a intégré les BRICS. L'Égypte, vous avez aussi les Émirats arabes unis. Donc beaucoup de pays. L'Éthiopie aussi. Donc vous avez vu, tous ces pays-là, on est mer Rouge, golfe d'Aden, mer Noire. Donc il y a une espèce de contrôle qui est en train de se faire par les BRICS sur les
les enjeux commerciaux sur les routes commerciales. Je pense que l'Europe, de ce point de vue-là, voire les États-Unis, sont un petit peu à côté. Ça n'engage que moi, ce n'est pas le marin, c'est bien Jean-Louis Marcourel qui parle, mais je pense que c'est pour aiguiser un petit peu votre analyse du nouveau contexte géostratégique sur lequel on n'a peut-être pas assez d'attention, parce que l'attention... Alors, il ne faut pas non plus me faire dire ce qui n'est pas important. Bien sûr, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est un conflit majeur, mais il se passe des choses autrement importantes, et peut-être certains pays profitent de ce conflit-là pour gagner en puissance et prendre place sur, on va dire, sur le globe terrestre, dans des espaces où, je l'ai dit tout à l'heure, la contestation sera de plus en plus forte. Pour pouvoir répondre à ces missions, eh bien, l'État, le politique, donne des moyens à la Marine nationale. Donc je vais les décliner assez rapidement, ses forces et ses moyens, avec l'idée que c'est déployé de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, avec l'équipage. Et là, je vais tout de suite m'arrêter sur l'équipage. Sur des thèmes qui ont été indiqués par les deux conférenciers présidents, c'est la formation, le recrutement, la formation du personnel. Si on n'a pas les hommes et les femmes qui vont embarquer, si on n'a pas la capacité de les former et de pouvoir les emmener loin, et avec endurance, voire résilience, hein, c'est un terme de plus en plus qu'on utilise de plus en plus, hein, en particulier depuis la crise du Covid. La résilience, c'est cette capacité à pouvoir tenir et durer dans des conditions parfois extrêmes. On ne ferait pas grand-chose. Donc là aussi, le premier système d'armes de notre marine, de nos armées, c'est la ressource humaine. Ce sont les hommes et les femmes que l'on recrute et que l'on forme pour pouvoir défendre les intérêts de notre pays. Et donc, je disais, donc, la première richesse de la marine, ce sont ces marins, 42 000 marins, dont 3 000 personnels civils. Il y a beaucoup de personnels civils au sein des armées, quels qu'ils soient, terre, air, mer, parce que vous avez des constantes qui font qu'on n'a pas forcément besoin de mettre du militaire. Un militaire, entre guillemets, pour le dire, ça coûte un peu plus cher qu'un personnel civil, parce qu'un militaire bénéficie d'indemnités spécifiques liées à son statut, liées à la mobilité. Il est évident que quand vous envoyez un marin sur le porte-avions, par exemple, au large, donc en océan Indien, en plus de ce qu'on appelle sa solde, donc ça paye son salaire, il bénéficie d'indemnités d'éloignement liées à son métier, etc. Donc les personnels civils dans nos arsenaux, je rappelle ça encore nos arsenaux, hein, dans nos bases navales hautes à terre, on n'a pas forcément besoin de les payer au même niveau que des marins. Mais ils font des métiers, des professions qui sont essentielles en matière de soutien administratif, de soutien technique, de compétences pour tout l'entretien et la maintenance de nos bateaux et de nos aéronefs. Une des principales forces, c'est la force d'action navale, dont ce sont ce qu'on appelle tous les bateaux de surface, depuis le plus important, donc, qui est le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle, jusqu'aux petites corvettes, jusqu'aux petits patrouilleurs. Ils ont tous leur mission et leur importance. Je ne vais pas forcément tous les décliner, vous avez quelques photos ici. Je disais tout à l'heure, je laisserai l'ensemble de la présentation à monsieur. Donc le porte-avions nucléaire, bien sûr, projection de puissance, je l'ai déjà évoqué. Je reviens aussi sur une citation, le Si vis pacem parabellum, si tu veux la paix prépare la guerre. On a des outils, pas forcément pour les utiliser. Je reviens sur notre groupe aéronaval. Quand on l'envoie quelque part, c'est un signal fort que l'on veut indiquer à un pays dont on se dit attention, si vous allez plus loin que certaines lignes rouges qui ont été décidées, soit au Conseil de l'ONU, soit dans le cadre des accords, vous avez à proximité, et c'est l'intérêt d'avoir un groupe aéronaval parce qu'on s'approche des côtes, on s'approche d'un espace contesté, un espace de confrontation, avec à bord des aéronefs qui peuvent aller bien sûr plus loin dans une pénétration de terre hostile. Et un certain nombre d'hélicoptères amphibies, les PHA, dont le plus connu est le Dixmude. Je reviens un petit peu sur le fait que quand on a notre porte-avions en grand carénage de 18 mois, on a quand même, en termes de puissance et de projection de force, nos PHA, dont le Dixmude, qui peuvent permettre... Bien sûr, on ne peut pas embarquer des aéronefs comme des Rafales, mais on a quand même toute une puissance hélicoptère qui permet quand même un minimum de missions en termes de projection de puissance dans des espaces contestés. Des frégates, des bâtiments spécialisés de diverses manières. Je pense à ce qu'on appelle les pétroliers ravitailleurs, qui sont aujourd'hui les bâtiments ravitailleurs de force, hein, les BRF, hein, qui sont en train de sortir. Des patrouilleurs que l'on répartit un petit peu partout sur la planète pour pouvoir protéger, sécuriser nos espaces maritimes très très vastes.
Et puis donc des bâtiments de guerre des mines, à travers le nom, vous avez bien compris, donc c'est la lutte contre les mines, ce sont des chasseurs de mines tripartites, donc on utilise pas mal encore. Récemment, il y en a qui sont venus faire des opérations justement dans le détroit du Pas-de-Calais. J'ai plus un nom en tête, je crois que c'est le Sagittaire. Donc on continue ces campagnes, hein, j'évoquais tout à l'heure. Parce qu'on est dans un espace où évidemment les mines, les bombes n'ont pas été stockées gentiment quelque part, avec les courants, les marées, de temps en temps, même sur les plages, sur les estrans, hein, vous avez des objets un peu curieux qui peuvent réapparaître. Et donc on fait intervenir les chasseurs de mines, garde des mines, ou les plongeurs des mineurs. Donc c'est la force d'action navale. Bon, c'est celle qui est la plus visible, hein, dès qu'on les met à la mer. Deuxième force, c'est l'aéronautique navale, donc soit elle est embarquée, soit elle part de terre à travers nos bases aéronavales, avec le Rafale Marine, qui est le principal de nos aéronefs, le Hawkeye, qui est vous l'avez au milieu de la diapo, donc qui est un avion radar, donc qui est aussi sur nos porte-avions et que l'on envoie bien sûr en avance, une phase qui permet de contrôler un espace aérien. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, puissance nucléaire à travers le porte-avions Charles de Gaulle qui emmène des bombes. Pas forcément, là aussi on ne dit pas à nos adversaires ou à nos compétiteurs si on a ou pas la bombe. Ça, ce sont des choix politiques, mais en tout cas l'idée c'est de dire attention. Mais on a besoin, pour protéger un groupe aéronaval, d'envoyer cet avion radar pour sécuriser un espace. On a besoin, j'y reviendrai tout à l'heure, mais d'avoir un sous-marin nucléaire d'attaque qui est sous l'eau et bien sûr là qui va avec ses radars et surtout ses sonars détecter si on n'a pas des sous-marins, y compris amis. Il faut savoir que sous l'eau, dans les mers, d'ailleurs ça a été dit aussi tout à l'heure, on pourrait très bien nous combattre sans nous déclarer la guerre. Hein. La tentative donc, de la frégate turque qui nous flash vient aussi pour nous montrer, attention, nous les Turcs on est là et on considère que vous, les Français, vous n'allez pas à y être. Donc, en termes de sous-marins, pour ce qui est des puissances qui comptent, au-delà de la France, donc britanniques, américains et russes, mais on cherche quand même à surveiller ce que font nos meilleurs amis. Hein. Il n'y a aucune raison. Et sachez qu'ils font la même chose avec nous. Donc. Et puis donc un certain nombre d'autres moyens, Falcon, Caïman Marine, donc qui est le gros hélicoptère, des panthères et des dauphins. Dauphin, pour ceux qui connaissent très, c'est l'hélicoptère que nous avons au Touquet, donc qui participe donc à tout ce qui est mission de sécurité civile, de protection du littoral. Dès que vous avez un plaisancier malheureux qui n'a pas bien regardé les conditions météo, ou pas d'ailleurs, qui est au large, c'est un aéronef qu'on peut envoyer pour aller sauver du monde en mer. Les forces sous-marines, donc elles sont relativement simples. Nous avons ou des SNLE, donc sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui portent donc nos bombes nucléaires, et des sous-marins nucléaires d'attaque, donc qui eux sont des chasseurs et donc qui assurent de la protection. Alors, à la fois la protection des SNLE et la protection essentiellement du groupe aéronaval. Et nous avons une autre composante, ce qui nous permet de dire que la marine, on est l'armée la plus complète parce qu'on agit à la fois sur l'eau, sous l'eau, dans les airs et sur terre. Puisque des forces de fusiliers marins commando peuvent partir de terre, peuvent partir de la mer, peuvent partir aussi de sous-marins. L'idée, c'est d'aller à la terre pour pouvoir soit préparer une intervention, soit pour mener des attaques préventives. Et très souvent, ils sont amenés à conduire des missions que le commun des citoyens, et que même moi, à mon niveau, je ne dis pas en connaître, hein, pour éviter tout risque de conflit. Une des dernières interventions qui est connue, alors je n'ai plus le nom en tête, c'était pendant l'opération Barkhane. On a un certain nombre de nos fusiliers marins qui ont participé avec des commandos de l'armée de terre ou de l'armée de l'air à libérer des otages dans le Sahel. Et donc on a à l'occasion d'une de ces missions-là, perdu 2 de nos camarades qui sont morts en intervention. Donc ils ont beau être fusiliers marins, ils peuvent agir à terre parce qu'ils ont été projetés à partir de nos moyens nautiques. Donc très souvent, comme c'est indiqué, je m'attarde un petit peu sur des missions spécialisées et des opérations spéciales, pour ne pas dire très spéciales, avec des assauts en mer. Hein, ils ont cette capacité de contre-terrorisme. Régulièrement, en Manche, mer du Nord, le préfet maritime, en lien avec les compagnies
de ferry organisent des exercices. On est à l'abri de rien. Je ne sais pas si j'ai parlé du 80e anniversaire, mais nous sommes une année bissextile, et l'année bissextile parle de JO. Et donc avec les JO, il y a une sécurité renforcée. On n'est pas à l'abri, compte tenu du contexte géostratégique international, d'avoir des risques potentiels de terrorisme, quel qu'il soit. Donc nos forces se préparent. Et on a mené des exercices récemment donc, avec des compagnies maritimes où nos fusiliers marins commandos sont exercés à prendre d'assaut donc des ferries pour pouvoir les libérer de toute emprise terroriste quelle qu'elle soit. Et puis donc il peut y avoir donc, de l'appui, neutralisation à distance, et puis des actions sous-marines très particulières. Et on a un autre domaine, alors cela, vous pouvez être amené à les voir régulièrement, du moins si vous allez dans les ports, sur les côtes, sur les plages, donc ce sont les gendarmes maritimes, c'est une composante particulière de la gendarmerie qui est placée donc sous l'autorité du chef d'état-major de la marine, bien qu'il y ait la notion de gendarmerie. Il faut savoir que la gendarmerie, elle existe en tant que telle, mais vous avez des composantes maritimes, composantes de l'armée de l'air et composantes liées à différents milieux. Donc 1200 gendarmes maritimes qui viennent renforcer la protection de défense, qu'on appelle la défense opérationnelle du territoire, défense de proximité. Le sauvetage maritime, défense du maritime territoire, sûreté maritime et portuaire, police judiciaire. Sûreté maritime et portuaire, nous sommes, évidemment, Le Havre n'est pas dans les Hauts-de-France, mais c'est quand même pas très loin. Dunkerque et Le Havre font partie du trio des 3 principaux ports nationaux. Et donc, on a des pelotons de sûreté maritime et portuaire, qui sont des gendarmes, qui assurent une protection rapprochée du trafic maritime et du trafic des compagnies maritimes, donc entre, pour ce qui nous concerne ici, entre la France et le Royaume-Uni. Bien sûr, ils exercent bien d'autres missions de police judiciaire, de police des pêches, de lutte contre les trafics de proximité, et ils assurent donc la sécurité et la protection donc des Français, de nos concitoyens au niveau de nos côtes. Et une dernière composante bien particulière, mais je ne peux pas ne pas l'évoquer malgré tout, hein, c'est le bataillon des marins-pompiers de Marseille. Donc, ce sont des pompiers et des marins qui sont donc les pompiers de la ville de Marseille et d'une partie du territoire des Bouches-du-Rhône. Vous n'avez pas à Marseille l'équivalent de la sécurité civile. Ce sont bien des militaires. Il faut revenir un petit peu sur l'histoire. On est au 19e siècle, je crois sous le Second Empire ou peut-être début de la Troisième République. Un petit peu l'équivalent d'ailleurs de ce qui s'est passé à Paris. C'était là, du coup, sous le Second Empire. C'était rappelez-moi, l'incendie, c'était quel grand commerce, le bazar de l'hôtel de ville ou quelque chose comme ça. Donc, à Marseille, il y a eu la même chose, un grand moment donc, de commerce, et donc un incendie monstre qui s'est développé à Marseille. Les pompiers marseillais qui pouvaient exister à l'époque n'étaient pas en capacité de pouvoir juguler l'incendie, donc il existait déjà des marins-pompiers à Toulon qui ont pu arriver donc, et éteindre le sinistre, et du coup, à l'époque, le maire de Marseille dit « je veux aussi avoir mes marins-pompiers ». Donc c'est une force très particulière qui n'existe qu'à Marseille, les marins-pompiers de Marseille, mais du coup qui interviennent non seulement, bien sûr, pour tout ce qui se passe en ville, mais aussi en mer, puisqu'ils ont bien sûr la compétence maritime. Donc là, c'est sûr que c'est un savoir-faire, comme j'ai indiqué, qui est quasiment unique et polyvalent, parce qu'ils peuvent intervenir dans tous les domaines. Et c'est bien sûr un des leaders de la sécurité en France. Et d'ailleurs, beaucoup de cycles de formation pour les pompiers au sens large se passent dans les écoles de formation du bataillon des marins-pompiers de Marseille. Voilà pour tout ce qui était lié aux missions et à nos moyens. Les défis pour la marine, donc c'est d'abord de devenir de plus en plus une marine de combat, je l'ai dit, compétition, confrontation, contestation, et ça maintenant, on apprend de plus en plus à nos marins, ça peut être bizarre, à nos marins militaires de dire, maintenant quand on vous envoie en mer, vous allez peut-être vraiment combattre. Quand je reviens sur cet exemple, hein, la frégate turque qui nous flash, on n'est pas loin de dire est-ce qu'on a pu ou pas. La frégate qui a... Non, certes, ce n'est pas du combat au sens où vous pourriez l'entendre, mais c'était quand même une action de combat. La frégate donc, est intervenue contre les drones outils au détroit de Bab el-Mandeb. Nos marins ont agi en professionnels, sans sourcils et autres. C'était peut-être que des drones, mais on savait qu'en luttant contre ces drones, c'était assurer la sécurité du trafic maritime dans le détroit de Bab el-Mandeb. On agit parce qu'un entraînement, une préparation au combat, qui fait que nos marins réagissent en professionnels sans se poser de questions. Donc une marine de combat, donc se préparer à des opérations de plus en plus dures.
Et ça, on le ressent. On n'est pas à l'abri, hein, très franchement, que je reviens du côté de la mer de Chine. Hein, ce qui se passe là-bas, on entend moins parler. Je pense que les Chinois ont tout intérêt à ce qu'on n'en parle pas trop. Là, je reviens sur le fait que notre attention est très attirée sur ce qui se passe en Ukraine. On peut se préparer à un jour, à une contestation très forte entre la Chine et les États-Unis. Une marine de pointe, l'idée c'est de garder l'avantage technologique. Et je reviens sur ce qui a été évoqué par mes prédécesseurs. Aujourd'hui, on ne cherche pas forcément à avoir du tonnage à la mer, c'est-à-dire de plus en plus de frégates, de vaisseaux, quels qu'ils soient, mais d'avoir donc des moyens qui, d'un point de vue technologique, nous permettent d'avoir une puissance, quelle qu'elle soit, importante. Aujourd'hui, la moindre frégate de combat de haut rang a une capacité de feu largement supérieure aux cuirassés qu'on pouvait avoir à la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous avez eu des photos, j'en ai pas sous la main. Je penserai simplement aux cuirassés Jean Bart et Dunkerque, hein, pour rester un petit peu dans la région, avec des tourelles de 3 ou 4 canons de 380 mm. L'idée, c'était d'impressionner avec une puissance de feu majeure. Toutes nos frégates actuelles, dont vous pourrez regarder si vous allez sur les sites qui vont bien, n'ont quasiment plus rien au niveau image extérieure de canon. C'est très lisse. C'est très lisse, c'est très profilé, parce que bien sûr derrière nos avances technologiques fait qu'on veut pouvoir gagner en vitesse en fendant la mer et les eaux, pour reprendre l'expression de chant populaire. Et donc tout ce qui est système de combat est caché. On ouvre de plus en plus de trappes au bon moment et à bon niveau pour faire sortir nos rampes et envoyer nos missiles ou tout autre moyen de combat. Donc on a une capacité technologique feu bien plus importante que ce qu'on pouvait avoir à la Deuxième Guerre mondiale, et qui pourtant était très importante pour l'époque. Donc l'idée, c'est de garder l'avantage technologique. Je reviens sur ce qui peut se faire quand on dit, et je reviens, l'exemple de Charles de Gaulle est important, comme dit, oui, la marine, ça coûte cher. Et ça coûte cher, il est évident que, quelle que soit la marine ou n'importe quel domaine, quand vous voulez développer des technologies, il faut investir dans la recherche et le développement. Quand vous avez investi, vous dites c'est bon, on va arriver à un produit et on va pouvoir le développer. Plus vous allez faire des séries importantes, plus le coût recherche et développement va pouvoir se répartir sur toute une série. Quand vous avez un porte-avions, le 100% du coût recherche et développement est porté sur le porte-avions. Donc il supporte non seulement le coût de la construction, mais le coût de recherche et développement. Quand on peut faire des séries de 5, 10, 15, 20 frégates, bien sûr, vous répartissez. En revanche, avant d'arriver là, c'est pour ça que dans certains de nos programmes, il y a des bateaux qu'on construit pour nous et des bateaux qui sont aussi à l'exportation. Parce que du coup, l'exportation permet de réduire nos coûts. Mais quand on exporte des bateaux dont la technologie est inférieure, que ce soit au niveau de la coque, des systèmes, est inférieure à ce que l'on produit. Donc notre idée, c'est d'avoir toujours cette avance technologique qui nous permet d'avoir ce temps d'avance et de pouvoir dire, OK, on sait ce qu'on a vendu, y compris à ceux qui peuvent être nos alliés aujourd'hui ou demain, j'en sais rien. On a vendu des bateaux au Maroc, hein, je pense à des Frem, à l'Égypte aussi. L'Égypte a récupéré 2 des BPC qu'on était censé avoir vendus, qu'on avait d'ailleurs vendus aux Russes, mais dont on a dit on ne leur vend plus. Et c'était avec l'invasion de la Crimée, donc ils ont été vendus à l'Égypte. Mais je pense que, sans avoir tous les tenants et aboutissants, compte tenu des accords entre l'Égypte, le Caire et Moscou, je pense que Moscou a dû permettre à l'Égypte d'acquérir assez facilement ces bateaux. Donc il faut savoir qu'ils sont restés en écriture cyrillique. Le cyrillique, hein, c'est le russe, et les Égyptiens, ça ne leur pose aucun souci. Et d'ailleurs, après, un certain nombre de systèmes d'armes que tu as installés sont venus de Russie. Donc l'idée, en tout cas, c'est de conserver toujours cet avantage technologique, d'où le fait qu'on essaie d'être très très fort et très à la pointe au niveau de la recherche, du développement avec nos ingénieurs, quels qu'ils soient. Et enfin, avoir une marine de tous les talents. Et bien sûr, là, c'est à travers le recrutement et la formation de nos marins, de les fidéliser, d'entretenir cette excellence. Chaque marin compte. Que ce soit le matelot manœuvrier en fond de cale, au timonier, à l'officier supérieur qui sera à la passerelle, chaque marin compte. On ne peut pas se permettre, comme je crois que c'est vous qui l'avez évoqué, vous pouvez y avoir un millier de personnel à bord des vaisseaux. Aujourd'hui, quand on en a, le plus bien sûr c'est le porte-avions Charles de Gaulle, c'est 1200, on arrive à presque 1500 quand on a un groupe aéronaval. Nos frégates aujourd'hui c'est entre 120 et 150. À une époque, on en aurait mis 600 ou 700.
Pourquoi est-ce qu'on arrive à avoir très peu de personnel? Bien sûr, des automatisations de plus en plus poussées de nos systèmes d'armes, de nos systèmes de conduite de navires, ce qui n'est pas forcément sans poser d'autres soucis. Mais on a surtout des marins qui sont formés non seulement dans leur métier, mais qui ont à bord ce qu'on appelle plusieurs casquettes. Si on devait mettre autant de marins que de besoins à bord, bon, on ne pourrait pas. Donc chaque marin qui embarque arrive avec sa spécialité, sa formation d'origine, quel qu'il soit, électromécanicien, ingénieur, transmetteur, etc. Mais à bord participe aussi à la sécurité du navire, au combat, à tout ce qui est évacuation, etc. S'il y a un aéronef, donc voilà, donc plusieurs missions. Donc l'idée c'est bien en recrutant, de les former avec ces compléments de formation. Sachez qu'il y a la formation initiale, mais tout au long d'une carrière, il y a plusieurs modules de formation complémentaires. Parce que d'abord, les techniques évoluent, les technologies aussi, donc on va en permanence dire, tu t'es formé sur tel système, demain tu vas aller te former sur un nouveau système. On ne va pas recruter quelqu'un de... Donc, on en est quasiment à la fin, je reviens sur notre principal système d'armes, c'est bien les marins, hommes et femmes, que l'on recrute et qui tiennent nos bateaux à la mer. Oui, je veux dire, j'en suis exactement arrivé à la fin. Il y a une suite après, je peux la laisser, mais comme ça n'a rien à voir avec l'objet du jour, c'est sur l'organisation du commandement de la marine à Dunkerque et autres. Donc, je m'arrête là, je vous remercie de votre attention.